Bonjour à toutes et à tous, Waldata vous souhaite la bienvenue à son webinaire Actu Bourse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Cohen de Lara, analyste professionnel et ancien président de la FAT et auteur d'un livre sur les bandes de Bollinger qu'il va d'ailleurs vous présenter aujourd'hui. Nous aborderons aussi quelques points supplémentaires tels que l'analyse de marché, nous analyserons quelques valeurs également et nous répondrons à vos questions. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour François. Alors, nous allons débuter ce webinaire, comme nous l'avons dit. Vous allez nous expliquer un petit peu votre nouveau livre et puis les bandes de Bollinger, si j'ai bien compris. Absolument, à la fois le contenu du livre, mon approche des bandes de Bollinger, sont quand même très liés au logiciel VBA, logiciel et market analyzer VBA, pour lequel j'ai fait déjà plusieurs formations sur le World Data Institute ces dernières années, peut-être 4 ou 5 fois. Et en plus, c'est un logiciel que j'apprécie tout particulièrement, comme j'apprécie aussi Ishimoku. Donc, on a profité de cet événement, ou du moins pour moi, de la sortie de ce nouveau livre, hein. On s'était déjà retrouvé il y a un an, pas tout à fait un an, mais là on était en live avec Madame Walker dans vos bureaux pour mon premier livre qui était Le pouvoir d'Ishimoku. Puis on s'est retrouvé quelques mois après pour le deuxième. Alors le premier, bien sûr, était très lié à Ishimoku Pro. Le deuxième sur les chandeliers japonais et qui a trouvé son illustration dans le webinaire que l'on avait fait avec CSP, hein, Candlestick Pro. Et puis, donc, le troisième, là, qui vient de sortir, sur les bandes de Bollinger, eh bien, lui, il est donc très lié avec VBA. Et d'ailleurs, dans le livre, je cite et je rappelle à la fois le logiciel de Waldata et le logiciel qui est une excellente approche. Et d'ailleurs, on va l'utiliser, on va travailler dessus dans quelques minutes. D'abord, alors, sur euh, l'approche des bandes de Bollinger, qui est très différente de celle à l'origine, hein, de John Bollinger. Alors, je ne sais pas s'il n'a pas voulu l'indiquer ou si tout simplement il avait pas il avait pas remarqué le phénomène. Mais cette approche, elle est extrêmement importante et c'est aussi celle que moi j'utilise lorsque je veux profiter d'impulsion. Alors, le point de base, il est là. Alors, il y a quelques vues qui sont en noir et blanc parce que c'est des graphiques que j'ai tirés du livre. Alors, le point de base, il est celui-là, avec ces 4 phases, le squeeze, la phase 2 dans VBA, qui est la phase d'impulsion, hein, qui est la phase qui est véritablement très intéressante pour le trader, et je vous montrerai justement quelque chose de très intéressant là-dessus. Et puis, donc, la phase 3 de maturité et la phase 4 de réduction de la volatilité. Alors, la raison de cette présentation, la raison de ce schéma un peu en espèce de patatoïde quand même bien organisé. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Il y a des fois, et j'en reparlerai tout à l'heure, quand c'est mal organisé, ça veut dire en général qu'on ne regarde pas l'unité de temps dans laquelle se déroule l'impulsion. Et ça, c'est un point qui est important. Lorsqu'on est dans la bonne unité de temps, et on la cherche quand on ne l'a pas, eh bien, on doit avoir un schéma qui se rapproche de celui-là. Et c'est là-dessus que l'on peut véritablement travailler parce que c'est là que l'on retrouve les différents moments et les différents moments du développement de l'impulsion et les différents moments importants pour l'investisseur. Donc là, j'ai un actif, hein, il ne se passe rien. On voit au début, en bas, ce sont les volumes, avec une moyenne mobile, je crois, de mémoire à 40 jours. Donc en bas, ben, il ne se passe pas grand-chose, hein. Les volumes sont moyens, en dessous de la moyenne, et puis ben, les cours évoluent peu. Et puis tout d'un coup, là en plus, dans ce cas-là, il y a un gap haussier. Tout d'un coup, il se passe quelque chose. Alors,
il se passe quelque chose, quoi? Ça peut être différents éléments. Si je suis, par exemple, au moment de la sortie au niveau de la Fed, décision de taux, ou de la BCE, décision de taux, et que je regarde l'euro-dollar ou côté européen, toute devise sur laquelle l'euro est au numérateur, ou si c'est une décision de la Fed, toute devise pour laquelle le dollar est au numérateur, dans le sens haussier, ou alors une action, eh bien, c'est tout simplement, elle annonce un profit warning, hein, elle annonce qu'elle ne fera pas ses résultats, qu'elle donc elle annonce donc donc à ce moment-là, eh bien, les cours partent à la baisse, ou alors, eh bien, l'annonce de résultats au niveau d'entreprise, de très bons résultats, et à ce moment-là, les cours partent à la hausse. C'est le cas ici, donc mon actif, en plus, je ne sais pas du tout de quel il s'agissait, ça n'a pas aucune importance. Donc, mon actif, eh bien, il y a eu une bonne nouvelle. Il y a eu une bonne nouvelle et effectivement, eh bien, la valeur qui était eh bien, aux alentours estimée hein, par le marché, aux alentours de, on va dire, 12,50, imaginons que ce sont des euros, 12,50, l'annonce qui va être faite va changer la vision du marché et va changer la valeur compte tenu de cette nouvelle et de si c'est une action, parce que moi je travaille surtout sur les actions, si c'est une action, eh bien les grosses mains, les gros investisseurs vont mettre en route un petit peu leurs algorithmes, leurs calculs de résultats futurs et vont essayer de déterminer quelle va être avec cette nouvelle la nouvelle valeur future au niveau de notre actif. Donc au début, eh bien, les acheteurs rentrent, on voit là en la circonstance que l'on a une pointe de volume, on a eu en plus certainement une nouvelle super, donc, et pour ça qu'on a un gap d'expulsion, donc un gap de démarrage de tendance, donc qui se fait avec du volume, et puis eh bien, le volume continue parce que les investisseurs rentrent progressivement sur le marché. Et puis à un moment, qui est le moment très important, c'est lorsque la bande opposée, ici, la bande opposée commence à se retourner. Elle commence à se retourner, et puis vous voyez, c'est pas par hasard, hein, là. Eh bien, on a à nouveau un espèce de pic de volume. Donc ici, on était en permanence là avec des clôtures à l'extérieur de la bande de Bollinger. On vient ici juste sur la bande, on a encore deux belles bougies, et puis là, on commence à s'éloigner de la bande haute. On comprend là tout de suite que le momentum a baissé. Et là, la bande basse, donc la bande opposée au mouvement, commence à se retourner. Cela veut dire que, eh bien, on a généralement, on va voir d'autres situations, on a généralement fait le gros de ce que l'on pouvait attendre de la nouvelle relative à l'action, si c'est une action. Et à ce moment-là, on sort de la phase 2, c'est la fin de la phase d'impulsion, et puis on le voit bien là, on voit clairement qu'il y a des investisseurs qui sont rentrés au moment du gap. Et on voit que à la sortie de la phase 2, eh bien, je retrouve un volume important. Donc, il y a des investisseurs que j'appelle moi les investisseurs de phase 2 qui se disent, eh bien, on a fait le gros, ça va peut-être aller un petit peu plus loin, mais moi, j'ai gagné le maximum, je ne prends plus de risques, je sors ma position et en fait, eh bien, j'ai gagné le maximum, peut-être pas tout, mais je suis resté et j'ai utilisé l'argent pendant peu de temps. Donc, j'ai un ratio gain, temps d'exposition, temps de risque qui est excellent. Et ça, c'est une des stratégies de trading avec les bandes de Bollinger. Alors, il y a un bémol que l'on mettra et que l'on verra, et c'est le côté génial de VBA, c'est justement la liaison entre les bandes de Bollinger et les bandes de Keltner. Ça, c'est le côté important et on va le voir. Les bandes de Keltner, c'est le meilleur filtre des boules ou des bear traps. Donc là, j'arrive en phase 3. J'arrive en phase 3. Alors, on va avoir des phases 3 où on continue un peu à progresser. Et puis, à un moment donné, eh bien, ma bande haute se retourne à son tour. Le mouvement est terminé. Donc, un investisseur, lorsque on sort en phase 3, il doit sortir. Alors, dans le cas où, eh bien, il veut jouer le phénomène impulsif. Mais on verra des situations où, eh bien, le mouvement, il est terminé pour cette impulsion,
mais il va se poursuivre. Et je vous montrerai les stratégies de trading également qui permettent de profiter du fait que, eh bien, à un moment donné, cette impulsion est terminée, mais il reste malgré tout un engouement pour l'actif. Après, on arrive en phase 4, c'est la phase où eh bien, la volatilité, on le voit, se réduit fortement, et puis on revient à la phase 1, à une nouvelle phase de squeeze. Là, je suis autour, ma moyenne mobile, là, elle est autour de 17,50 € si c'est des euros. Donc, le marché, hein, et la bagarre entre acheteurs et vendeurs, a déterminé que eh bien, la nouvelle que l'entreprise, si c'est une entreprise en la circonstance, la nouvelle qu'a divulguée l'entreprise fait que le marché pense que eh bien, la valeur de l'actif qui était à peu près stable à 12,50 € va passer à 17,50 €. Et c'est ça la véritable interprétation des bandes de Bollinger, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un mouvement impulsif, tout le monde rentre, et puis, petit à petit, ben, il y a de moins en moins à gagner, il y a de plus en plus de risques à prendre. C'est pour ça que sur la phase 3, il y a généralement moins de volume là-dessus. Et lorsque la phase 3 est terminée, eh bien, il ne se passe plus grand-chose. On est souvent très, très proche du niveau de la valeur future de l'actif. Alors, ce n'est pas toujours vrai ça, hein, c'est bien vrai pour les actions, mais lorsqu'on travaille sur le forex, les choses sont un petit peu différentes. On va voir maintenant une deuxième situation qui est la même chose, mais vers le bas. J'ai une nouvelle délicate, hein, qui est donnée par la société là au marché. On était sur des valorisations de l'ordre de 15 euros. Et puis, bah, petit à petit, eh bien, on descend. Là, on a une vision on est un petit peu moins, les volumes, ils sont plus étals sur la baisse. Ils démarrent souvent plus tôt, mais ils sont plus étals. Et là, vous voyez, la phase 2 ici se termine. Et là, le mouvement, ben, il est même déjà, il est déjà terminé. On revient ici sur la phase 3. Et au moment, là, en la circonstance de la sortie de la phase 3, ici, eh bien, on vient traverser la moyenne mobile 20 périodes. Alors, je travaille évidemment, comme dans VBA, on travaille avec les réglages traditionnels, à savoir une moyenne mobile 20 périodes et deux écarts types pour le calcul des bandes. Donc là, vous voyez qu'à un moment donné, on vient franchir la moyenne mobile 20 périodes. Et là, on rentre en phase 3. Lorsque on franchit la moyenne mobile 20 périodes, eh bien, généralement, dans 95% des cas, c'est terminé pour le schéma impulsif dans lequel on était. Et c'est pour ça que vous verrez, moi, très souvent, ce que je fais, c'est que je mets mon stop au niveau de la moyenne mobile 20 périodes en phase 2. Parce que si en phase 2 d'aventure, on venait prendre mon stop, c'est-à-dire qu'on venait franchir la moyenne mobile, ça voudrait dire qu'on passerait quasiment d'un coup de phase 2 à phase 4 et que le mouvement serait terminé. Donc, dans la phase impulsive, eh bien, la moyenne mobile 20 périodes n'est quasiment jamais touchée. En phase 3, elle peut l'être. Donc, il faut être plus prudent. Mais globalement, un franchissement, une traversée de moyenne mobile 20 périodes, eh bien, c'est vraiment, vraiment la fin de notre mouvement. Et puis là, on vient eh bien, à un niveau, vous voyez ici, le niveau dans lequel on vient dans le squeeze, hein, donc la nouvelle valeur de l'actif, eh bien, elle est supérieure au phénomène de la phase 2, au mouvement de la phase 2, parce que, hein, vous le savez bien entendu, que généralement, les mouvements baissiers vont plus vite que les mouvements haussiers. On dit souvent que le marché, il monte par l'escalier et il descend par l'ascenseur. Donc, quand on est sur un mouvement haussier, très souvent à la fin de la phase 2, on n'est pas loin du bout, mais généralement, quand on est dans un mouvement baissier, la fin de la phase 3, on a plus de risques d'être au bout. Ici, une autre vision qui est avec une phase 2 qui est relativement longue,
La phase 2 ici se termine, on la voit sur cette bougie, mais vous voyez, il y a encore un petit peu de grain à prendre, il y a un petit peu à prendre encore. Mais on a quand même, à la fin de la phase 2, on a quand même fait la grosse partie de l'impulsion, mais il y a néanmoins encore un petit peu à gagner. Et puis vous voyez là le niveau de sortie, hein, la nouvelle valeur pour l'actif, eh bien, elle est à peu près au niveau de l'entrée en phase 3. On a ici à nouveau cassé, là on a cassé la moyenne mobile juste après la fin de la phase 3. C'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Et on verra tout à l'heure que, eh bien, si on pouvait imaginer, on va le voir tout à l'heure, que le mouvement pouvait se poursuivre, la rupture en phase haussière de la moyenne mobile 20 périodes, ou d'une manière générale, la traversée de la moyenne mobile, c'est la fin du mouvement impulsif. Pas forcément de la tendance, hein, mais du mouvement impulsif. Là, on a un schéma qui est plus un schéma de Forex. Et d'ailleurs, quand je vois les valeurs, c'est certainement un euro-dollar. Et vous voyez là, une annonce, certainement, là, c'était le 10 avril, c'était certainement une Fed ou une BCE, hein, je ne sais pas lequel, donc qui était favorable pour le dollar. Donc, vous voyez, et là, je suis en horaire parce que sur le Forex, je travaille avec des bougies horaires et une impulsion en Forex, ça n'a aucun sens de la regarder en 4 heures ou en journalier. On la regarde, moi je la regarde en horaire, on peut la regarder en 30 minutes ou en 15 minutes tout aussi bien. Mais là, vous voyez, le mouvement, il part très vite. Et si on ne le prend pas tout de suite, le volume, il est tout de suite très important. Mais si on ne le prend pas tout de suite, le mouvement, bien, on a encore du grain à moudre, mais on a quand même perdu malheureusement beaucoup de gains. Et là, vous voyez petit à petit, le volume, il diminue gentiment, hein. La sortie de la phase 2, elle est là. On a encore un petit peu de baisse, mais regardez, elle se fait avec des volumes extrêmement faibles. Donc, c'est sur le Forex, il faut vraiment rentrer ou sur une bougie 15, une bougie 30 minutes ou sur une bougie horaire. Les trois sont bonnes. Et si c'est de l'euro-dollar, il y a tellement de volume que même à une 15 minutes, il n'y a pas véritablement de bruit. Si vous travaillez sur comment dire, des paires comment dire, secondaires, avec le SEC, avec la livre turque ou autre, bon, il peut y avoir du bruit, un 30 minutes et mieux. L'euro-dollar a tellement de volume que un 15 minutes, c'est déjà très propre. Donc là, ça vous permet dès la rupture de la bande de Bollinger, le mouvement, il est parti. Et puis, eh bien, on retrouve la sortie de ma phase 2 ici, et c'est la fin de l'impulsion. Et puis, eh bien, petit à petit, on revient sur la nouvelle valeur de l'eurodoll, la nouvelle valeur d'équilibre, hein, qui était au niveau de 1,0740, alors qu'elle était à 1,0880, 140 pips à gagner. Alors là, vous voyez un enchaînement d'impulsions. Et ça, c'est important. Et c'est aussi dans les stratégies de trading, il y a quelque chose d'important au moins à évoquer. Donc là, vous voyez, il y a un mouvement, alors c'est certainement sur une action, un mouvement négatif, une mauvaise sortie ou quoi que ce soit. Et là, vous voyez sur donc cette première bougie, là, le 26 juillet, ici, première rupture de la bande de Bollinger. Et puis là, on ne va pas plus loin. Et puis tout d'un coup, là, badaboum, un gros gap. Et là, on repart à la baisse. Mais vous voyez, donc, on est sorti de la phase 2. Ici, on sort de la phase 3. Mais vous voyez qu'on ne franchit jamais la moyenne mobile 20 périodes. Ça, c'est un élément extrêmement important de stratégie de trading. Ça veut dire le non-franchissement de la moyenne mobile 20 périodes veut dire que les vendeurs ont toujours la main. Franchir la moyenne mobile 20 périodes, ça veut dire que les acheteurs ont repris un peu la main. Alors après, ils vont peut-être la reperdre, mais le fait de ne jamais franchir ou juste un tout petit peu sur une petite clôture et on repart juste après, on va le voir un petit peu plus loin, ça veut dire que le mouvement n'est pas terminé. On arrive là à une phase 4 qui est un petit peu penchée vers le bas. On ouvre un nouveau gap ici.
le mouvement continue, et là, vous voyez, on a juste un petit franchissement, là, de rien du tout, de la moyenne mobile 20 périodes, mais tout de suite après, derrière, on réouvre un gap. Là, c'est un gap sur lequel on se méfie, parce que c'est probablement un gap de, comment dire, un gap terminal, hein, c'est le troisième gap, c'est un gap de, je cherche mes mots, c'est un gap d'essoufflement, voilà le terme, et vous voyez justement qu'après, eh bien, le mouvement là, il est terminé. Donc, on avait vraiment un gap d'essoufflement, et vous voyez que l'on vient franchir complètement la moyenne mobile 20 périodes, et on arrive euh, dans une phase 1, dans une phase de squeeze qui est parfaitement plate et très étroite. Donc vous voyez ce phénomène qui est important. Alors ça donne derrière des stratégies. Eh bien, si on pense que le mouvement n'est pas terminé, eh bien, on peut avoir une stratégie qui est par exemple d'ouvrir, de fermer la moitié de la position, hein, lorsque, par exemple, à la fin de la phase 3. Mais on sait déjà, tiens, à la fin de la phase 3, on ne franchit pas. Vous voyez, à la fin de la phase 3, j'ai encore une bougie noire ici, une bougie baissière. Donc, on peut soit, selon sa stratégie personnelle, mettre un peu d'argent de côté, hein, c'est-à-dire je ferme la moitié de la position, je regarde ce qui se passe, je baisse mon stop, et puis au moment où j'ai un nouveau gap qui relance un mouvement, eh bien la demi-position que j'avais fermée, je peux la racheter, et puis je continue mon mouvement. Mais là, après le dernier gap et après, à ce niveau-là, ici, là, c'est la sortie totale, définitive de l'ensemble de ce que l'on a en position. On retrouve ici ce phénomène, hein, que je viens de décrire qui est très important, qui est la non-traversée de la MM20 en phase 4. Donc là, vous avez, on l'a vu, un mouvement haussier, l'ouverture en plus d'un gap haussier. On a un peu de mal parce que je n'ai pas mis la Keltner. Je suis sûr que la Keltner, elle passe ici. J'en suis certain. Donc là, vous ne franchissez pas, vous ne sortez pas de la bande de Bollinger. Et là, sur cette bougie, vous sortez de la bande. Et là, le mouvement, il est lancé. Et puis, la phase 2, elle se termine peu de temps après. Donc, il n'y a pas beaucoup de grains à moudre, hein, dans la circonstance. Et vous voyez que, eh bien, on vient lécher légèrement la moyenne mobile 20 périodes, mais on repart, on continue à repartir. Alors là, en la circonstance, il n'y a pas la même dynamique qu'il y avait à l'origine, mais on continue, hein, parce que là, en rentrant ici, en phase 4, on est sur l'actif autour de 215, et là, on est à 230, 240. Il y a encore une petite dizaine de pourcents à gagner. C'est pas rien quand même, hein. Alors là, un autre élément qui est super important, alors là, que j'ai entre guillemets découvert, qui est le suivant. Lorsque vous êtes ici, dans une structure, on est en phase 4, dans une structure, quelle qu'elle soit, où on est là, on vient en direction de la bande opposée au mouvement. Là, j'étais à un schéma baissier, je consolide et je viens attaquer ici vers le haut la bande de Bollinger basse. Je peux vous dire que des clôtures qui seraient au-dessus de la bande de Bollinger basse comme ça, j'en vois tous les ans, allez, entre 5 et 10, sur des milliers ou des dizaines de milliers c'est plus des dizaines de milliers de graphiques que je regarde. Et vous voyez ici ce qui se passe. On a tenté de franchir la bande de Bollinger basse, haute, haute, très baissière, et les vendeurs ont repris la main sur le marché. Et quand c'est comme ça, alors je la réussis pas souvent parce que je la vois pas souvent. Lorsque j'ai la chance de voir ce phénomène, et je vois que la bougie dans la journée, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, j'attends. Et quand je vois que les vendeurs reprennent la main et quand je vois que ce que j'attends, à savoir, dans ce cas-là, la rupture de la bande de Bollinger, là, pour moi, c'est un signal d'ouverture de position avec un stop juste au-dessus du niveau où je sais que les vendeurs sont présents. Donc, quand je monte et quand je redescends, eh bien, alors évidemment, après, il faut que l'ensemble des éléments du trade, hein, la position du stop, l'objectif, le ratio rendement-risque, tout ça soit bon, hein, bien entendu. Mais quand j'ai une situation de ce type-là, eh bien, j'exploite le fait de
recasser ce qui est normal, de recasser ma bande de Bollinger dans le sens opposé. Alors, il y a un autre élément qui fonctionne bien également, c'est de lier les schémas de Bollinger avec les figures chartistes. Ici, vous avez un cas, donc un schéma. Alors là, on a cassé la moyenne mobile 20 périodes. Bon, on est reparti vers le haut, mais ça veut dire qu'il y a une nécessité de plus de consolidation pour pouvoir revenir chercher des acheteurs. Et vous voyez qu'on a cassé la moyenne mobile, on est revenu, on a tournicoté autour. Franchement, là, dans cette période de phase 4, je n'ai aucune idée de ce qui pouvait se passer. Tout aussi bien, on aurait pu repartir vers le bas. Donc, il était logique, en plus avec un schéma de ce type-là, avec une figure de chandelier japonais qui sont donc les 3 soldats noirs, qui est une figure puissante de retournement, il n'y avait aucune raison de rester en position. Il ne fallait pas rester en position. Et là, bon, il se trouve que je repars, c'est un autre mouvement. Et vous voyez ici, j'arrive dans une situation, une figure chartiste, qui est tout simplement un drapeau, qui est théoriquement une figure de continuation du mouvement. Alors là, où je reste en position parce que j'estime que eh bien, je vis positivement le fait que l'on va sortir par le haut, ou je suis sorti sur une bougie comme celle-là, la noire ici, parce que c'est une bougie qui est une englobante baissière, elle m'englobe les 3 bougies précédentes, et par contre, à la sortie du drapeau, là, effectivement, je refranchis la moyenne mobile 20 périodes, je refranchis la bande de Bollinger haute, et à ce moment-là, mon mouvement, il repart. Et la dernière que je voulais vous montrer, celle-là, c'est la même chose. Là, on l'a vu ici, sur cette bougie-là, cette bougie, elle est quand même annonciatrice quand même de la fin du mouvement. C'est une figure de chandelier japonais qui est une étoile du soir et qui annonce un retournement. Alors, vous voyez, on avait déjà passé la phase 2, on était en phase 3, et en phase 3, cette bougie montre que là, le momentum, il est cassé. Les acheteurs, ils n'ont plus d'envie. Ils n'ont plus envie d'acheter dans la zone des 360 et les premières ventes commencent à se réaliser. Et cette bougie, elle est annonciatrice vraiment de la fin du mouvement pour ceux qui auraient voulu aller ou qui peuvent aller à la fin de cette phase 3. Mais là, le danger, il est trop important. Je ne l'ai pas mis ici, mais probablement j'aurais mis les volumes. Et si en plus sur cette bougie, j'avais vu une augmentation des volumes, c'était extrêmement clair sur ce qui allait se produire. Alors, on verra, je n'ai pas mis les bandes de Keltner là-dessus, on va les voir, les bandes de Keltner, et je vais vous parler des bandes de Keltner directement sur la plateforme. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie qui nous a permis aussi d'esquisser avant VBA un certain nombre de stratégies d'investissement ou de trading, selon ce que vous faites, un certain nombre de stratégies d'investissement et qui donnent généralement de très forts pourcentages de succès. Alors, si vous avez une ou deux questions à me poser à ce stade-là, ça va me permettre de boire un petit peu d'eau. Marie-Gabrielle me dit que c'est clair. Marie-Gabrielle, il me semble que vous avez participé à au moins une des formations que j'ai pu faire. Vous me dites si c'est vous, si c'est le cas. D'accord, parfait. Duval, serait-ce Loïc? Bonsoir Loïc. Alors, Subramani me demande, petite question, y a-t-il un module qui identifie les gaps? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Qu'est-ce que vous appelez un module, un market analyzer? Expliquez-moi un petit peu ce que vous entendez par là. Alors, si vous avez, ou ceux qui ont lu mon livre sur les chandeliers japonais, je fais une analyse des gaps.
dans globalement les quatre types de gaps. Les gaps communs, les gaps d'expulsion, les gaps de continuation et les gaps d'essoufflement qui marquent la fin de la tendance. Alors, bon, ce n'est pas l'objet de ce soir, mais tous les types de gaps sont référencés. J'ai quelques pages là-dessus. Alors, je fais un peu de publicité, mais on n'a pas le temps parce que là, il faut quand même un vrai moment pour les identifier. En deux mots, un gap d'expulsion, donc en début de mouvement, ben, il faut le suivre. Un gap de continuation, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a encore, il y a encore, si c'est vers le haut, beaucoup d'acheteurs qui ont envie que le mouvement se poursuive. Et le troisième, eh bien, il annonce généralement la fin du mouvement. Et puis, lorsque on n'est pas en tendance, lorsque l'on est en range, eh bien, les gaps n'ont pas de signification. C'est ce qu'on appelle des gaps communs. Donc, il ne faut pas les interpréter et surtout pas les surinterpréter. Ils n'ont pas de signification. En range, un gap, il faut même pas le regarder. S'il n'y a plus de questions, on va passer sur la plateforme. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, donc là, je vais vous demander beaucoup d'indulgence. Data dit donc il y a un assistant visuel qui détecte les gaps automatiquement sur les graphiques. Eh bien, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Merci Data. Oui, c'est pour ça que j'ai rajouté ça, Daniel, tout à fait. Ah bien, François, tout à fait. Et à ce moment-là, le Subramani peut passer un coup de fil Tout à demain fait. Et on le mettra sur chez ses graphiques. Data pour qu'il soit renseigné comment ça marche. Exactement. Voilà, c'est parfait. Alors, donc je demandais de l'indulgence des participants parce que c'est la première présentation que je fais avec la nouvelle plateforme, donc la Wallmaster AI. Donc, bon, je la manipule, mais je peux faire quelques bêtises. Et heureusement, dans ce cas-là, qui a François derrière, qui éventuellement viendra à mon secours. Alors, là-dessus, j'ai mis pour commencer le CAC 40 et vous avez donc sur ce graphique, vous avez les bandes de Bollinger et j'ai mis en bleu les bandes de Keltner. Alors, les bandes de Keltner, on va le voir même déjà sur le CAC, c'est un outil que j'ai découvert avec VBA, hein. J'ai découvert avec Wall et je pèse mes mots, c'est un outil qui est génial, dans le sens où il marche je vais dire, à 95-98%. Il faut, pour commencer, alors, les bandes de Keltner, hein, ceux qui ont VBA, ils vont dans la notice, hein, j'en parle dans mon livre, bien évidemment. Il y a une notice sur VBA qui explique les bandes de Keltner. Donc, c'est une approche de la volatilité qui est différente de celle des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger est une approche mathématique et les bandes de Keltner utilisent véritablement un élément de volatilité qui est la TR. Et c'est très important également pour l'utiliser. Donc, on a deux approches et le point important, c'est que lorsque l'on sort de la bande de Keltner, ça veut dire que le mouvement est terminé. Alors que quand on sort de la bande de Bollinger, ça veut dire que le mouvement commence. Et c'est ça le côté superbe. Donc, quand vous avez une bande de Keltner qui est extérieure à la Bollinger, et si vous avez envie ici vers le bas, et si vous avez envie de rentrer en position, vous attachez les mains derrière le dos parce que si vous rentrez, ça va être un bear gap. Et vous voyez qu'on ne passe pas. Et c'est lorsque la bande de Keltner passe à l'intérieur de la Bollinger, là, le mouvement, il est validé. Vous retrouvez ici, regardez ici, dans cette circonstance, ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais même zoomer un peu. J'ai zoomé beaucoup. J'ai zoomé un peu trop. Voilà. On va prendre le mouvement ici.
Ici, je n'ai pas de problème puisque la Keltner, elle est toujours à l'intérieur des Bollinger. Ici, je repars vers le bas, mais la Keltner est en train de passer en dessous. Ça ne passe pas. Ici, là, sur cette bougie, c'est un signal de vente, très clair, parce que ma Keltner est passée à l'intérieur. Et là, ça fonctionne. Bon, dans cette zone ici, on essayait de franchir la moyenne mobile 20 périodes. La Keltner était extérieure, ça ne marche pas. Donc, vous retiendrez, alors c'est pour ça que VBA est vraiment, vraiment un outil moi que j'adore. Et j'ai toujours, avant moi de rentrer en position, alors ceux qui me connaissent déjà savent que j'utilise aussi beaucoup et prioritairement Ishimoku, mais je ne prends jamais de position qui ne soit préalablement validée par Ishimoku et par les bandes de Keltner parce que c'est le faux ami, le détecteur, le détrompeur de Bear et de Bull Gap. Alors, voilà, donc là, on est sur le CAC. Donc, juste quelques instants pour la situation actuelle, hein, si vous voulez, quelques minutes. Donc, on est là sur. Je vais enlever un instant et je vais mettre un instant Ishimoku et je vais passer en hebdo. Alors, ce n'est pas mes couleurs habituelles, hein. C'est pas mes couleurs habituelles. Et puis, donc là, je suis un peu long. Voilà. Alors, pour ceux qui travaillent avec Ishimoku, vous êtes à l'heure actuelle sur une zone de support majeure qui est là entre 7000, en gros 7190, 7216, à savoir ce plat de SSB et ce plat de Kijun ici, c'est un plat de SSB Kijun pour ceux qui ont suivi mes formations, de Ishimoku. Et ici, j'ai un ancien également plat de SSB Kijun sur ma zone ici, on le retrouve ici, sur ma zone de. Donc, on est au niveau du CAC. J'aurais presque tendance à dire qu'on est un peu au bord du gouffre. Si on casse avant la fin de la semaine cette zone, on va dire en gros des 7002, pour moi, c'est direction, dans un premier temps, la zone ici des 7000, des 7100. On voit que c'est une zone qui avait fait pas mal support dans le passé, qui avait fait résistance avant d'être franchie. Et puis ici, j'ai un autre plat de SSB Kijun un peu plus bas à 6980, c'est la zone des 7000. Donc si on casse en clôture hebdomadaire la zone des 7190, on a deux échelons de 100 points en dessous. Donc, c'était un petit passage rapide pour dire deux mots sur le CAC. Je reviens en daily, j'enlève Ishimoku. C'est toujours un regret pour moi d'enlever Ishimoku, mais j'aime bien aussi les bandes de Bollinger et VBA. Donc, nous voilà là-dessus. Alors, pour utiliser VBA, moi j'ai organisé mon écran, enfin ma plateforme avec VBA en 4 heures et VBA en un jour. Bon, ici, bien sûr, mais ça c'est un peu, bien sûr, à côté, j'ai Ishimoku et j'ai rien d'autre. Et alors, l'utilisation, donc j'utilise l'approche et tous les renseignements au niveau des phases. Je regarde également l'indicateur de Wall Data, le WTI, hein, qui est donc un indicateur de volatilité. Je regarde aussi beaucoup, de manière importante, c'est depuis combien de bougies on est dans le mouvement. Parce que si je suis sur un mouvement qui est déjà parti, là je vois sur Saint-Gobain depuis 5 bougies, eh ben je suis peut-être même déjà sorti de la phase 2, j'ai plus grand-chose, à aller chercher. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de regarder sur des actifs sur lesquels eh bien l'impulsion est très récente. Alors on va regarder quelques-uns. Bon, vous avez vu que le luxe, il continue un peu à dérouiller, hein. On va voir ici Hermès.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans une période récente? Vous voyez ici ma bande de Keltner. Eh bien, pour l'instant, je suis juste encore en dehors de la bande de Keltner. On a ouvert hier matin un gap baissier. Et là, vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui. La bande de Keltner était extérieure. Donc, on a essayé de la casser. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu. Donc, à l'échelle du moment où on serait rentré en position, eh bien, on aurait tout simplement stressé parce que, eh bien, aujourd'hui, on reprend. On a clôturé hier à 1000 combien? 1977 et on est remonté aujourd'hui à 2000. Donc, et évidemment, pour tout le monde, quand on prend une position et que ça part dans l'autre sens, c'est hyper stressant. Je crois que le premier à qui ça ne s'est jamais arrivé, je ne suis pas sûr qu'il dise réellement la vérité. Donc moi, je vais observer Hermès. Je vais observer d'abord ce que, effectivement, le mouvement reparte vers le bas demain. Je vais attendre que la bande de Keltner, vérifier qu'elle soit rentrée à l'intérieur de la Bollinger. Je vais, pour moi, m'assurer, je vais attendre la rupture du niveau ici à 1975 pour viser ici 1880, combien? 1890, 1893. Et je vais placer mon stop à ce moment-là au-dessus. Il suffit de le mettre au-dessus du gap baissier là, parce que si on comble le gap, le mouvement il est terminé. C'est même pas la peine d'aller chercher la moyenne mobile 20 périodes. Le mettre au-dessus ici de 2050, c'est vraiment le plus haut que l'on puisse. Parce que je pense que là, demain ou après-demain, si on casse la zone des 1970, là, les 1890, on y va, à mon avis, on y va directement. On fait attention également, on a encore un bout de gap qui reste ouvert ici, mais si on casse, je pense que le gap ne tiendra pas. Donc voilà pour moi la vision d'Hermès. On fait quand même attention à ce gap, mais la rupture de ce niveau, l'entrée, la Keltner, c'est un très mauvais signal vers le bas. Ici, j'ai Kering qu'est-ce qu'elle a dérouillé, Kering, excusez-moi le terme. Kering, on retrouve le même schéma. On a ouvert aussi un gap qui était hier, qui était beaucoup plus petit que le gap. Aujourd'hui, la bande de Keltner est rentrée à l'intérieur de la bande de Bollinger. Donc, le signal, il est validé pour moi. Attendez, que j'ai pas encore de grande dextérité. Je suis désolé. Est-ce que ça marche toujours ce fait? Non, ça marche plus, ça de faire ça comme ça marchait sur la… Non. Alors, tchouk, tchouk. Si vous passez la souris au milieu, tout en bas, vous descendez juste au-dessus de l'échelle, il va y avoir, voilà, remontez un tout petit peu la souris, il y a un bouton pour initialiser. Exact. Ici, là? Ouais. Tadam. D'accord. OK. Ah Voilà. ben, une chose de plus que j'apprends sur la plateforme. Donc, pour moi, si demain je casse cette zone des 210, c'est retour direct sur 197, puis 185. Ma bande de Bollinger, donc il faut que demain je casse le niveau, que ma Keltner elle est rentrée aujourd'hui, et il faut effectivement que l'on ait, j'aimerais bien avoir une clôture qui soit extérieure à la Bollinger, de manière à montrer qu'il y ait une belle dynamique, et on met le stop au-dessus du gap. Dans les récentes LVMH, tiens, non, on va regarder Téléperformance. On va regarder Téléperformance puisque on a eu le signal depuis une seule. Alors, Téléperformance, pour moi, vous voyez, on rentre juste aujourd'hui. La Keltner est juste en train de rentrer. Et comme on était ici sur cette bougie extérieure, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout, on n'a pas réussi à aller plus bas. Alors, mon problème avec Téléperformance, c'est que j'ai un gros support ici dans la zone des 86. Et malheureusement, mon stop, il est au-delà de 97. Donc, je n'ai pas un ratio rendement-risque qui me satisfasse. Qu'est-ce que j'ai de Total Énergie? Total Énergie, le mouvement, il est parti depuis un moment. Et vous voyez, la Keltner, elle a toujours été à l'intérieur. Et vous voyez que le mouvement, après le premier gap,
en plus, alors qu'elle était à l'intérieur. Donc, on a en tout cas un mouvement qui, lui, est sain. Et puis, je dois en plus avoir un support ici dans la zone des 54, 80. Alors, c'est tous ceux sur le CAC, c'est les seuls sur lesquels j'ai un signal, hein, puisque donc j'ai mis les filtres. J'ai mis les filtres et donc sur le CAC 40, les filtres me donnent ces éléments. Alors pour ceux qui sont eh bien, comme Saint-Gobain, ben Saint-Gobain, le mouvement il est plutôt terminé, hein, ça fait 6 bougies. Vous voyez ici, la Keltner était extérieure, paf, on est reparti vers le bas. Et puis là, vous voyez, ah, c'est ça, c'est magnifique ça, hein. C'est magnifique. Regardez cette bougie. La Keltner est extérieure. Et boum, on repart vers le bas. Et le lendemain, elle passe à l'intérieur. Et là, on repart vers le haut. Bon, là, le mouvement, il est terminé, hein. Alors, il y a aussi un autre élément qui est lorsque, je prends cet exemple ici, lorsque on consolide. Là, on a une phase 2 qui est un peu patatoïde, hein. J'ai une phase 2 ici qui se termine, et puis on vient casser légèrement la Keltner et on repart. Donc, hop, la bande se referme et on repart dans une espèce de phase 2. Ça se produit. Mais lorsque on casse ici avec une bougie rouge la bande de Keltner, c'est très mauvais signe. C'est peu fréquent que derrière, alors là, on est reparti. On était juste en fin de phase 2, mais moi je me méfie énormément des ruptures de Keltner ici. Regardez un peu sur ces bougies. Eh bien, les acheteurs, ils étaient pile poil dessus. Ils ont réagi pile poil dessus sur la. Donc, attention, la rupture de la bande de Keltner, c'est un premier indice de fin de la partie impulsive du mouvement. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé aussi? J'ai regardé aussi le CAC All Tradable. Qu'est-ce qu'on va regarder? Je vais regarder quand même des choses qui se tiennent un petit peu. Enfin, sur des actifs où il y a un peu de volume quand même. Qu'est-ce qu'il me dit sur Alstom? Alstom, je ne vends pas. Et regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Regardez. Regardez ma Keltner. Et regardez la bougie du jour. On est parti comme une bille, on est descendu à 18 € pour revenir dans la zone des 19,80. Donc là, le mouvement, il est peut-être baissier, il est peut-être pas baissier. J'ai autant de chances demain d'avoir une bougie rouge qu'une bougie verte. Donc, eh bien, à voir. Donc moi, j'attendrai de toute façon de la rupture de ce niveau, hein, ici à 19,20 €. La entrée, bien évidemment, c'est-à-dire que ma bande basse de Bollinger, elle descend fortement. Ma bande de Keltner, elle passe au-dessus de ma Bollinger. Et à ce moment-là, eh bien, mes objectifs, c'est 18,30 suivi de 17,63 et de 16,10 €. Et là, si on part, stop, clairement, au-dessus de la MM20. Ce n'est pas la peine d'aller plus haut que la MM20. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Antin, j'aime pas ces actifs qui ont quand même pas forcément beaucoup de volume. Bon, même elle est belle, hein, elle est belle. Là, j'ai un signal de vente, là, il a été donné aujourd'hui hein, par l'entrée de ma Keltner hein, sur Antin. Mais j'aime pas comment dire, ces mid ou small cap. Je suis pas un fanat, hein, voilà. Donc, je pourrais dire des bêtises. Arkema, qu'est-ce qu'elle nous dit, Arkema? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Où est-ce que je retrouve mon François Help? Voilà, c'est ça. Un tout petit peu au-dessus. Remontez la souris au centre, au-dessus. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il nous dit, Arkema? Arkema, vous voyez, le signal de vente, il était donné hier. Donc, belle bougie rouge, super bougie rouge. On a même un petit gap ici, donc un gap baissier.
Oui, on a à peine franchi, au premier mouvement, on a à peine franchi la MM20, à peine, hein. On a eu une clôture, mais le lendemain, on est reparti immédiatement à la baisse. Donc, le mouvement baissier, il est bien en place. Hier, on avait une légitimité à ouvrir une position baissière. Après, donc, il faut que j'aille voir bah, les objectifs, hein. Alors, il faut aller loin les chercher. Comme je ne vois rien, je vais enlever un instant tout. Bah oui, je l'avais déjà mis l'objectif, excusez-moi. C'est 71, premier objectif 71,40. Et puis, on a peut-être plus bas encore. Il faudrait que je passe en hebdo pour élargir le temps. Voilà. Alors, en hebdo, ah bah, je les avais déjà mis en hebdo. J'ai un premier niveau ici. Donc, à combien? Il est à combien, lui? C'est la zone des 54. J'ai un gros niveau ici. C'est un énorme niveau, hein. 49 euros, c'est un niveau de polarité, hein. Résistance ici. Voilà, ça fait très longtemps, hein. Bon, ils sont un peu anciens, ces niveaux, hein. Mais bon. Mais en tout état de cause, les premiers jusqu'à février 2020, la zone des 55, c'est des choses qui sont tout à fait plausibles. Alors, hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Athos, j'aime pas toucher Athos parce que je ne touche pas Athos. Je ne touche pas Athos parce que euh, c'est euh, il y a vraiment du fondamental. Il y a la société, est-ce qu'elle va être coupée en deux, pas coupée? Il y a un nouveau directeur général qui est arrivé, c'est reparti un peu vers le haut. C'est devenu une penny stock, c'est incroyable, hein. C'est incroyable par rapport à ce que c'était il y a quelques années, on était à 100 euros. C'est devenu une penny stock. Donc ça, j'y touche pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dessus? Euronext, qu'est-ce qu'elle dit? Euronext, alors il faut que je remette mes éléments, hein, évidemment. Hop. Et mes bandes de Bollinger, voilà. Tchuc. Ah, il faut que je recommence. C'est ici, c'est bien là normalement qu'il faut que Voilà, voilà. Hop, je veux pas d'alerte. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Euronext? Oh, oh, regardez, regardez cette bougie. Regardez, on est parti à fond vers le bas. La bande de Keltner était, était au-dessous. Et là, on est revenu. Là, on est à nouveau reparti vers le bas. Et McKeltner n'est toujours pas passé au-dessus. Donc, on a ce que l'on appelle, ce que j'appelle moi, les portes de saloon. C'est-à-dire que c'est une verte ouais, ou deux rouges, deux vertes, deux rouges, deux vertes. Donc là, c'est le meilleur moyen pour perdre de l'argent. Donc, sur Euronext, si vous avez à un moment donné l'intention de vendre, premier point, il faudra attendre que la Keltner sorte. Il faudra une belle bougie rouge. Moi, j'aimerais bien la rupture de cette zone de polarité ici. C'est un gros niveau là, hein. C'est un gros niveau, hein, 97, 97,24. Ça a été résistance, support, support, resupport. Donc, il faudrait vraiment que je casse ce niveau avec une bande de Bollinger basse bien orientée vers le bas, avec une Keltner qui sera passée au-dessus. Et alors, mes objectifs, mon premier objectif, il est ici. C'est quasiment ici à nouveau une polarité, cette zone. Et puis, en dessous, voilà, cette zone-là. Pourquoi c'est pas parce que qu'est-ce que je fais? Hop, pourtant, voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire avec Euronext dans les jours qui viennent, mais regardez ça, hein, ça c'est la meilleure façon pour perdre de l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait, hein? C'est ce que j'explique dans les chandeliers japonais. C'est en permanence la bagarre entre acheteurs et vendeurs. Et donc là, c'est véritablement une bagarre rangée. Et pour l'instant, eh bien, j'aurais tendance à dire de manière un peu très attendez, j'ai un problème. Oui, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure d'Internet. Donc, il y a du sang sur les murs, là, plutôt.
Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Euh, pourquoi ça vient sur Ishimoku? J'en sais rien. Voilà. Donc, je vais attendre que la bagarre se termine et qu'il y ait un camp qui gagne. Si c'est le camp vendeur, j'attendrai donc la rupture de ce niveau ici, de 97, et puis mes objectifs sont là. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, hein, donc vous avez vu un peu comment je travaille avec VBA, comment je travaille avec les bandes de Bollinger. Vous voyez surtout que, alors j'explique beaucoup d'autres choses, hein, bien sûr, dans le livre sur la façon de travailler, je ne peux pas tout faire en 1 heure, mais surtout, le point, c'est le côté génial de VBA, c'est la position relative avec la Keltner. Donc, si vous avez quelques actifs, je vois que Clément, et on va y aller tout de suite, m'a demandé NJ. Si vous avez 2, 3 actifs, eh bien, ça nous permettra de terminer cette session. NJ. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Double-clic. Voilà, merci. Heureusement que vous êtes là, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, NJ? Il nous dit que, excusez-moi le terme, c'est un peu le souk pour l'instant, hein. Alors, NJ, le point, ce qu'il faut surtout bien mettre là, j'ai eu un gap baissier. Donc, j'avais une super tendance haussière. Donc, ma tendance haussière, c'est terminé. J'ai eu une consolidation quand même relativement significative. Je vais d'ailleurs, tiens, on va jouer, on va pas jouer, on va faire quelque chose. Je vais, ah non, je vais pas les mettre, non, je continue parce que je vais partir dans plusieurs directions. Donc là, on a une consolidation, on est reparti. On a ici, vous voyez, on a ouvert un gap, on repart et on repart un gap dans l'autre sens. Ça, c'est ce qu'on appelle une île de renversement ou de retournement, ou les Anglais appellent ça une Australia. Et donc là, c'est un signal de baisse qui est extrêmement puissant. Et là, on est dans une situation où euh, on a, on a cassé la bande basse de Bollinger, mais avec une bougie verte, c'est-à-dire dans le sens opposé au mouvement que l'on recherchait. Alors ça, on ne touche surtout pas. Donc maintenant, on a ce mouvement baissier. Il est pour l'instant, il a terminé sa première partie, à savoir que l'on a déjà retourné la bande haute, la bande opposée au mouvement. Donc, et vous voyez que la bande basse ici, elle est en train de se mettre à plat. Donc, le mouvement de consolidation de la longue tendance haussière, il est, à mon sens, terminé. Et cette bougie ici, bien, a tendance quand même à me dire que le mouvement, le mouvement de ce mouvement-là, à mon sens, il est terminé. Donc, je vais attendre quoi? Je vais attendre que la phase 3 se confirme, que la fin de phase 3 se manifeste. Je vais laisser passer la phase 4 et je vais voir ce que le marché a comme envie après. Alors, peut-être qu'il va se passer dans les jours qui viennent ou des événements sur NJ ou sur le marché qui va faire que l'on va repartir vers le bas. Mais si on repart vers le bas, il faut que ça se fasse de manière orthodoxe. Si je repars vers le bas, moi je vends pas une bougie verte. Donc, si je repars vers le bas, il faut que j'ai une belle bougie rouge. Et puis, je ne vends pas une bougie qui a une mèche de cette taille-là. Donc ça veut dire que les acheteurs, ils sont là. Donc je ne vais pas vendre alors que globalement, j'ai le sentiment que les acheteurs sont en train de reprendre la main. Donc je vends une bougie rouge qui est une bougie qui a une belle taille. Je vends une bougie qui a une petite mèche basse. Si j'ai une mèche trop importante, eh ben, je vais attendre le lendemain. Si j'ai une mèche trop importante, comme ici par exemple, ben, ça veut dire que les acheteurs n'ont pas dit leur dernier mot. Et puis de toute façon, j'avais une bande de Keltner qui était extérieure. Donc, il n'était pas question de vendre quoi que ce soit. Donc ici, si jamais eh bien, le marché repart vers le bas, ce n'est pas à exclure, hein, eh bien, j'attendrai que j'ai une bande de Bollinger qui s'ouvre vers le bas, que j'ai une clôture à l'extérieur de la bande basse avec une bougie qui a une belle taille. Si elle avait été rouge, celle-là, sans la mèche basse,
c'était une magnifique bougie rouge, hein. C'était un magnifique signal de vente. Et puis, donc, que ma Keltner soit à l'intérieur, et puis, bien entendu, que j'ai un objectif technique. Donc, pour l'instant, je pense que sur NJ, c'est Clément qui m'a posé la question. Clément, il y a plus à attendre. Euh, alors, oui, à attendre. Alors, Bertrand me dit pourquoi n'utilisez-vous pas VBA version colorée du module Wall Data qui présente bien les quatre phases? Alors, je vais vous dire, j'ai tellement l'habitude de les voir, les phases, j'ai tellement utilisé VBA sur le Wallmaster que j'ai vu suffisamment de milliers de graphiques pour ne pas avoir besoin. Et le, moi, je l'aime pas, hein, après, et il y a quand même quelque chose qui est important à regarder. Qu'est-ce que pour vous, tiens, je vous pose la question comme ça, souriant, qu'est-ce qui est le plus important à regarder sur le graphique? La première chose à regarder, la plus importante. Ouais, ouais, mais Loïc, il a raison, puisqu'il a il m'a vu déjà X fois. Non, c'est Loïc qui a raison. C'est les prix, c'est le cours, c'est les prix. Et ce qui me gêne, moi, avec Bertrand, avec la version colorée, c'est que bah, les prix, il faut vraiment que j'aille aller à l'intérieur de la couleur. Donc, à titre personnel, mais je comprends très bien, ça donne de jolis graphiques. À titre personnel, je continue à travailler hein, vous dites aussi la tendance, oui, bien sûr, mais c'est en deux. C'est déjà de bien voir les prix, parce que si vous ne voyez pas les prix, vous ne voyez pas la tendance. Donc, moi, Bertrand, je vois mieux comme ça. Euh, si vous avez encore. Ah oui, qui m'a demandé? C'est Loïc qui m'a demandé Interparfum. Interparfum. Interparfum, elle est vendable, mais j'ai pas beaucoup de. Interparfum, je l'ai regardé déjà aujourd'hui. Alors, Interparfum, le problème. Alors, elle est aujourd'hui, elle est, voyez, hier, hier, on a une belle bougie rouge. C'était juste hein, le passage de la Keltner à l'intérieur. Et on a consolidé. Aujourd'hui, la bougie du jour montre que ben, les acheteurs, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et ma Keltner, elle est passée à l'intérieur. Donc, je n'envisagerai de vendre Interparfum que si demain je casse le plus bas, ça veut dire que je repousse le niveau où les acheteurs étaient présents, c'est-à-dire en dessous de 39. Mon stop, je n'ai même pas besoin de le mettre sur la MM20 hein, parce que je ne l'ai pas tracé, mais ici, vous voyez qu'il y a un gap, donc c'est même pas la peine. Par contre, j'ai quand même un gros niveau ici, hein, Loïc, hein, à 37,60. Alors bon, ça ne donne pas un ratio rendement-risque, parce que si je dis que je vends 39,10 pour jouer 37,60 avec un stop au-dessus du gap à 40,76, pour moi, c'est un petit peu ce qu'il y a. Alors, ça se joue, parce que autant je pense que si on casse le niveau ici, hein, si on casse les 39, le 37,60, on ira. On ira. Alors, bon, voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur Loïc, sur Interparfum. Pas d'autres éléments, pas d'autres questions. Allez, ah si, les deux derniers. Allez, Marie-Gabrielle, Amundi. Amundi. Qu'est-ce que j'ai fait? Une bêtise, sûrement. Je pense que c'est ça, je suppose. Ou alors, est-ce que c'est quoi ça? Ah,
pense que c'est ça. Je suis pas sûr de moi là-dessus. On peut pas la voir. Je sais Alors, en pas fait, là, il exactement. s'agit d'un fond, c'est pour ça. Et essayez le Oui, mnémo oui. AMUN. Le mnémo, c'est AMUN, Amun. OK. A-M-U-N. Il y a un I en trop là. Oui, oui, j'ai oublié le I. Oui, oui, absolument. A-M-U-N. Ah, mais il y en a trop. En fait, c'est qu'il y en a trop qui commencent par Amundi. Cliquez, Et ils commencent cochez, tous par. recherchez par mnémo. Il y a une petite coche. Vous voyez, regardez en haut, recherchez par mnémo. Où ça? Juste en dessous de votre souris. Là, juste en dessous. Hop, Amundi. Nickel. Ah, c'est bien cette nouvelle plateforme. Double-clic. Ah, ah, et me met Ishimoku, il Je sait vais- que j'aime ici. Il sait que j'aime Ishimoku, c'est pour ça qu'il me le met systématiquement. Alors, Amundi. Amundi, vous voyez, la Keltner, elle est déjà passée à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas une grosse violence à la baisse, hein. Et vous voyez ici, hein, j'ai un paquet ici de bougies rouges et de bougies vertes. Donc, j'aurais plus le sentiment actuellement d'être à l'intérieur d'une espèce de range et que le marché, il n'est pas décidé encore pour l'instant. C'est pas mûr. Donc, il faudrait, pour qu'il mûrisse, il faudrait d'abord que effectivement, on vienne avec une clôture en dessous de la Bollinger, en faisant très attention à une chose, c'est qu'ici, j'ai toujours un gap, hein, qui n'est pas comblé. Donc, je ne peux pas mettre d'objectif, je peux pas mettre d'objectif aujourd'hui, maintenant, plus bas que ce niveau. En plus, c'était un niveau qui a déjà été utilisé. Donc, je ne peux pas mettre d'objectif au-delà de 64, 68. Alors, ça veut dire que dans l'autre sens, si maintenant, euh, je vais mettre ici le bas du gap, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'attende la rupture de 64,40 €, c'est-à-dire le comblement du gap, pour aller viser une zone ici autour des 61,80, 61,86. Alors pareil, là, ça ne me donne pas un ratio rendement-risque extrêmement bon. Voilà. Et la dernière. Les bancaires, je ne les traite pas. Je n'en parle jamais des bancaires. Alors, RUSD. Euh, c'est lequel, peu importe. Ouais, n'importe lequel des deux, je ne sais pas du tout. Oui, oui, normalement, on peut. Non, Ouais, c'était l'autre. ouais, c'est ce que j'allais dire, ici, c'est une fois. Ouais. J'avais une chance sur Ah. deux. J'avais une chance sur deux. Donc, c'est là en bas. Hop, et là. C'est bien. Ah bon, évidemment, Eurodol. Eurodol, c'est trop tard, hein, c'est trop tard pour l'instant. Enfin, le problème de l'Eurodol, c'est que le stop, il est loin maintenant, hein. Le stop le plus bas, bah, c'est la MM20. On est à 1,790 alors que le prix est à 1,567. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas que je travaille comme ça. Il faut que je descende en 1 heure pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, tiens, oh, c'est superbe ça. Regardez. Regardez l'illustration de tout à l'heure de mon PowerPoint. Regardez le premier mouvement baissier. Jusque-là, la Keltner, elle est un peu à l'extérieur. Ça passe pas. La Keltner, elle rentre. Badaboum, on part. On ne vient jamais chercher la MM20. On repart. On ne vient jamais chercher la MM20. On repart. On vient chercher la MM20. Et donc, on a ici une vraie phase de squeeze. Et là, on est probablement en train de repartir. Donc, sur une impulsion baissière ici, eh bien, donnera tout à fait la possibilité de vendre. La question, c'est de vendre pour aller où? Alors, il faut que je revienne en jour parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas baladé dans les 1,0560, hein, sur l'eurodoll, hein. Peut-être être obligé d'aller en hebdo. Ah, alors, pourquoi je n'arrive pas à cliquer, à avoir mon recentrage?
Help. Il faut placer la souris au milieu, un peu plus à gauche, au milieu de l'écran. Voilà. OK. Alors, eh bien, le premier gros objectif, il est là. C'est une zone ici. Alors, voilà. Hop. Voilà. Là, ça c'est du gros objectif, ça. Hein. 1,05, 11. C'est du très gros objectif, ça. Après, si je descends, je vais être ici. Et là, c'est 1,04, 47. Et oui, ça fait bien longtemps qu'on n'est pas allé dans ces eaux-là. Hein. Mais le premier, là, 1,05, 10, regardez un peu comme c'est important. Hein. On l'a franchi, on revient le tester ici, on reconsolide, regardez, il fait support, il refait support ici en octobre 2023. Ouais, il faut le traiter en horaire. Il faut le traiter en horaire avec un objectif avec 1,05, 1,0510. On va revenir en 1 heure. On est à quoi? 1,0571. Et moi, mon stop, je le mets à 1,06, 1,0620 à peu près. 1,0615, 1,0620. Voilà. Ben, on est au bout là. On aura fait une très belle session. C'était très clair à mon avis. Donc, eh bien, j'espère que pour ceux qui n'utilisaient pas couramment VBA, j'espère que vous allez y prendre goût parce que, enfin, c'est vraiment propre. Hein. C'est vraiment propre. Hein. Tu as la calculette pour calculer le ratio. Tu t'en occupes, hein, Loïc. Hein, tu fais non, normalement, enfin, j'ai l'impression que c'est pas trop mauvais. Euh, donc j'espère aussi que que vous avez apprécié ce merveilleux logiciel. Alors c'est vrai que dans le livre, évidemment, je rentre dans beaucoup plus d'explications et de stratégies de trading. Mais là déjà, on a vu aujourd'hui quand même, on a vu un peu les éléments fondamentaux. Et bien, moi, j'apprécie tout à fait ce logiciel. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. C'est bientôt l'heure de l'apéritif. François, bonne soirée. Bah, bonne soirée. Merci à vous, Daniel aussi. Merci et bonne Bien, soirée à vous. et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.